la science ouverte. C'est un thème en fait qui concerne l'ensemble des projets maintenant du programme Horizon Europe, dont l'importance de faire le point sur le sujet. On va essayer ensemble de comprendre du coup ce que recouvre la science ouverte et quels sont ses enjeux pour le programme Horizon Europe spécifiquement. Et puis de clarifier aussi ce qui est obligatoire ou ce qui est recommandé dans le cadre du programme. Mais c'est un sujet beaucoup plus vaste et qui est aussi au niveau national très important. Et c'est pourquoi nous accueillons aujourd'hui pour faire une introduction sur le contexte national et faire le lien, je dirais, avec le contexte européen. Notre collègue Marin Dacos qui travaille au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, voilà, qui va intervenir quand j'aurai fini cette petite introduction. Donc, pour les points qui ne seront pas abordés, parce que nous avons un temps réduit aussi aujourd'hui, donc on ne parlera pas des pratiques de sciences ouvertes, on ne parlera pas de la participation citoyenne dans le cadre de sujets de sciences ouvertes, tout ce qui est propriété intellectuelle, exploitation, on ne va pas aborder ce sujet plus en détail. Ça fera l'objet de toute façon quand on refera un webinaire dédié à l'exploitation d'Horizon Europe. On reparlera certainement de la science ouverte parce que du coup, c'est deux sujets en tout cas qui se télescopent, si je peux dire ça comme ça. On ne parlera pas non plus d'orientation de politique en matière de sciences ouvertes. Enfin, on le fait, mais pour vous expliquer ce qui est requis, mais dans le cadre d'Horizon Europe plus spécifiquement. Et puis des modèles économiques des revues, ça aussi, c'est un sujet en soi et puis qu'on ne maîtrise pas forcément à notre niveau. Donc voilà un peu pour dresser la présentation de ce webinaire du jour. Donc comme toujours, nous utilisons Slido pour les questions-réponses tout à l'heure, notamment après la présentation de notre collègue Marin Dacos, vous aurez l'occasion de poser une première série de questions et puis plus tard dans le webinaire. Donc, merci d'utiliser Slido, sinon vos questions pourront pas être prises en compte. Et puis, on va aussi commencer par quelques questions un peu pour savoir qui est connecté aujourd'hui avec nous via le même outil. Donc, dans le chat, on vous a mis le lien. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer et vous connecter directement via votre navigateur. La première question étant, qui êtes-vous? Donc, quelle est votre profession? Donc voilà, je vous invite à vous connecter si ce n'est pas déjà fait, puis à répondre à la première question, s'il vous plaît. Alors, le lien, on va vous le remettre. Voilà, ma collègue vient de vous le remettre à l'instant, parce que si vous étiez connecté après coup, effectivement, vous n'avez pas vu le lien d'avant votre connexion. Donc, forcément, on a aujourd'hui une majorité de chargés d'affaires qui s'occupent notamment, mais pas seulement peut-être de projets européens, project manager. Ça intéresse aussi. Nous avons aussi des documentalistes, des ingénieurs de projet pour le montage, des chercheuses et chercheurs, je vois notamment du CNRS, des responsables de services. Donc voilà, donc un panel assez large de personnes aujourd'hui. On est content que vous ayez pu du coup vous connecter. Voilà, et certainement effectivement plus large que ce qu'on peut avoir d'habitude. Alors, je vous laisse encore l'opportunité. Je vois que des gens sont en train de composer de encore quelques secondes. De toute façon, vous pouvez toujours répondre à la question, mais on va devoir passer, je pense, à la suivante. Voilà. Donc, la prochaine question ensuite, c'est de savoir quelle est votre pratique en matière de sciences ouvertes. Alors, je ne vois pas la diapo correspondante, mais je ne sais pas si c'est normal. Est-ce qu'on va... Donc, vous voyez qui s'affiche. Donc, la prochaine question, un peu plus pour rentrer plus dans le vif du sujet, comment est-ce que vous qualifiez vos connaissances en matière de sciences ouvertes? Vous avez 4 modalités de réponse. Est-ce que ce sont de bonnes connaissances? Est-ce que ce sont des connaissances basiques?
Est-ce que ce sont des connaissances moyennes ou très bonnes connaissances? Hein, donc, vous voyez, les réponses s'affichent avec un camembert en direct. Donc, si je peux décrire les tendances, donc on voit effectivement que il y a quand même plus d'un tiers de personnes qui estiment avoir de bonnes connaissances en matière de sciences ouvertes. Donc, on a affaire à des spécialistes en partie. Puis d'autres personnes, un bon tiers aussi, qui a des connaissances assez basiques. Très bien. Intéressant. Très bien. Je vous propose qu'on enchaîne à la prochaine question. Planning assez chargé. Est-ce que vous avez déjà participé à la mise en œuvre de pratiques de sciences ouvertes? Ah, je vous laisserai maintenant, pour ceux qui sont connectés, c'est assez rapide de répondre, hein, mais j'invite ceux qui ne sont pas encore à cliquer sur le lien dans le chat pour accéder à Slido. Ce sera utile aussi pour les questions un peu plus tard. Donc, dans les personnes qui ont déjà répondu, merci, vous êtes rapide. Il y a quand même une bonne majorité, presque 46, presque la moitié des personnes qui ont voté qui n'ont pas encore fait ça et n'ont pas encore participé ou aidé à la mise en œuvre de sciences ouvertes. C'est peut-être pas aussi dans vos métiers spécifiquement, mais on a quand même 40% qui sont impliqués et donc qui savent bien effectivement de quoi on parle aujourd'hui. Très bien, intéressant. Merci beaucoup en tout cas de votre participation. Je vous propose qu'on enchaîne voilà, avec une dernière question pour clore cette ouverture de webinaire aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà établi un plan de gestion des données? Alors là, on rentre plus dans le dur des projets, de leur mise en œuvre. Ce serait pour Horizon 2020 à une époque ou plus maintenant toujours maintenant d'ailleurs, ou pour Horizon Europe. Les règles ont évolué, on le verra. Donc effectivement, quand même, en grande majorité, plus de 70% des répondants, vous dites non. D'accord, ok. Donc il n'y a pas encore d'accord, tant de ça de personnes qui sont frottées à l'exercice. Mais très bien, intéressant. Merci beaucoup. Encore une fois, alors je vous propose d'enchaîner. En tout cas, merci, c'est toujours intéressant de savoir voilà, de quoi il en retourne. Donc maintenant, ceci étant fait, je vous propose de passer la parole du coup à notre collègue Marin Dacos qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marin. On va vous faire du coup une ouverture sur les enjeux nationaux qui sont effectivement liés aux enjeux européens. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que tu veux que je démarre maintenant, Fanny? Oui, je t'en prie. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous faire une petite introduction un peu générale en essayant... alors, vous me dites si vous voyez bien mon écran. C'est parfait. Merci beaucoup. Vous voyez, enlever le retour vidéo qui n'est peut-être pas très utile. Voilà. Donc, la science ouverte, c'est l'idée de rendre la recherche plus transparente, plus accessible et plus reproductible. Et elle fait l'objet de nombreuses politiques publiques depuis une grosse dizaine d'années. On l'a définie comme étant l'ouverture des méthodes, des matériaux et des résultats. Souvent, il y a une confusion entre science ouverte et open access. L'open access, c'est une des branches et c'est la branche historique de la science ouverte, mais seulement une des branches. Et donc, la science ouverte, d'une façon beaucoup plus générale, c'est l'ouverture des méthodologies, donc des protocoles, des hypothèses, etc., des matériaux, donc les données, les logiciels, les séquences de génome, les interviews, les matériaux archéologiques, etc., le code et le logiciel qui ont été produits pour produire des nouvelles connaissances. Et enfin, les publications, les résultats publiés sous une forme académique évaluée par les pairs ou postés sous la forme dans des registres d'essais cliniques, en général pour les résultats négatifs. Donc, c'est l'ensemble de ce spectre qui est couvert par la définition de la science ouverte. Il y a une définition encore plus large qui intègre la recherche participative que je n'aborderai pas aujourd'hui, qui sera traitée dans un autre contexte. Elle fait l'objet, cette science ouverte, de politiques publiques de plus en plus fortes. Depuis 2012, du côté de la Commission européenne, depuis les années 2016 et les conclusions du Conseil, les premières conclusions du Conseil sur la science ouverte, il y a eu des plans nationaux pour la science ouverte qui se sont développés, dont le plan français de 2018 et le deuxième plan français de 2021.
Ensuite, sont arrivés en 2018 le plan S, qui est une coalition de financeurs qui ont commencé à mettre en place des obligations liées à la signature de contrats pour le lauréat. Et il y a eu les deux derniers grands événements, c'est la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte de novembre, si ma mémoire est bonne, 2021. C'est la première fois qu'on a une recommandation de si haut niveau politique qui ne concerne pas que les États riches, que les pays riches. Donc ça, c'est essentiel, ça a été évidemment voté à l'unanimité. Et cet été, il y a eu l'OSTP Memo, la Maison-Blanche a renouvelé, mise à jour sa politique de science verte qui datait de 2013 en la renforçant très notablement. Donc il y a une convergence extrêmement forte et vous avez peut-être vu le communiqué des ministres de la Recherche et des Technologies du G7 le mois dernier qui ont rappelé à quel point c'était important. Vous pouvez aller voir le communiqué, il comporte des points relativement intéressants. Alors, souvent on oublie de dire pourquoi on veut faire de la science verte, donc je me permets de le rappeler, même si pour certains c'est absolument évident. Je crois qu'il faut absolument le faire. Il y a trois raisons. Alors, j'ai des diapos en anglais, mais évidemment, je vous parle en français. Alors, d'abord, la première raison, c'est de l'argent public. On parle de science verte pour la recherche publique et pas pour la recherche privée. Et donc, puisque c'est de l'argent public, il faut que ça revienne au public, et donc public monnaie, public data. La deuxième raison, c'est qu'on est convaincu qu'une recherche plus ouverte, plus transparente produira une recherche de meilleure qualité. Et puis, il y a une troisième raison, c'est qu'une science plus ouverte est plus accessible à la société. Donc, une raison de principe, une raison de scientifique et une raison de relation entre science et société. Alors, si on veut entrer un peu dans les détails, la première chose est que la science ouverte augmente l'impact. En termes d'usage de lecture et en termes de citation, ça s'est mesuré sur les publications. Il est clair que les publications en un accès ouvert ont un impact plus important. On parle aussi d'efficacité économique et budgétaire dans la mesure où de toute façon les recherches publiques sont financées, mais que si elles restent dans des tiroirs ou dans des revues peu connues, difficiles à trouver, alors le dernier kilomètre du processus de la recherche n'est pas efficace puisqu'on s'arrête au dernier moment, dans le moment où on peut valoriser auprès du public et des publics les résultats de la recherche déjà financés. Il y a une dimension de reproductibilité. Évidemment, en ayant tous les matériaux, les méthodologies, les données, le logiciel, les méthodes et bien entendu les publications, on va avoir une science qui sera plus facilement reproductible. Ce n'est pas une condition absolue, mais elle est suffisante, mais elle est nécessaire. Il y a une dimension heuristique également. Hein. En gros, on distingue une science fermée qui est le lieu des efforts redondants, puisqu'on refait des essais cliniques sur des recherches alors qu'ils existent déjà, mais dont on connaît mal les résultats ou pas du tout. Et en face, on a une approche de type science cumulative, comme nous sommes les nains sur les épaules des géants, comme le dit la métaphore médiévale. Et évidemment, pour arriver à cette approche cumulative, il faut que les matériaux soient disponibles à tous. Enfin, il y a une dimension d'éthique, d'intégrité, de transparence. La science ouverte est une contribution nécessaire, mais pas suffisante là aussi, à une recherche plus intègre. Le dernier point, c'est que le premier bénéficiaire de la science ouverte, c'est le chercheur lui-même. Je connais un grand PUPH, professeur d'université, praticien hospitalier, à qui on a demandé si on pouvait revenir sur un essai clinique des années 80, et avec toute sa bonne foi et sa bonne volonté, il a échoué à revenir sur les données de ses propres essais cliniques, tout simplement parce qu'il n'y avait pas une gestion professionnelle des données et que lui-même a perdu son propre patrimoine scientifique. Et donc, on considère que la conservation, la préservation et l'accessibilité est une condition de la préservation du patrimoine scientifique des individus, des chercheurs et des organisations. Je voudrais ajouter un dernier argument qui est plus récemment établi et mis en valeur par la recherche sur la recherche, qui est que on sait qu'une recherche publiée en accès ouvert est plus consultée, souvent plus citée, et surtout de façon plus variée que quand la publication est en accès fermé. Mais maintenant, on commence à avoir la démonstration que quand des données sont associées à des articles, les articles qui sont enrichis par ces données reçoivent plus de citations. Donc, il y a une très grande étude qui a été faite sur 500 000 articles en biosanté qui montre que la population d'articles qui n'a pas de données associées est moins citée que la population d'articles qui a des données associées. Il y a un facteur, il y a plus de 25% de citations pour un article auquel sont associées des données. Alors, on n'a aujourd'hui que 6 grandes études sur le sujet, on va continuer à les mener, mais aujourd'hui, tous les indicateurs semblent montrer
qu'un chercheur qui donne plus de matériaux pour consolider sa thèse encourage plus de confiance envers le lecteur et plus de citations. Ce qu'on peut appeler le Open Data Citation Advantage, si je peux le dire en anglais. Bon, par ailleurs, on a un contexte législatif français que vous connaissez sans doute, qui est la loi pour une république numérique, qui contient 2 articles qui nous intéressent, l'article 30 et l'article 6. L'article 30 dit que si vous avez une recherche financée au moins à 50% par l'État, alors l'auteur peut déposer 6 mois à 12 mois après la publication son manuscrit sans demander l'autorisation à l'éditeur, même si l'éditeur s'y oppose. Donc ça, c'est une latitude qui est donnée aux chercheurs. Et l'article 6 de la loi pour une république numérique dit que les établissements publics ont une obligation de rendre publiques toutes les données qu'ils ont produites. On parle de données administratives. Les données de la recherche, d'un point de vue strictement légal, sont des données administratives. Donc, il y a une obligation légale et pas qu'une obligation contractuelle, comme dans le cadre de Horizon Europe. Évidemment, elle souffre beaucoup d'exceptions qui sont légitimes. Évidemment, on ne va pas partager des jeux de données de patients sans contrôle. On ne va pas partager des données qui sont soumises au secret des affaires ou qui sont protégées par des droits d'auteur. Donc, ce n'est pas du tout irrationnel. Alors, les grands axes, évidemment, l'open access aux publications, l'accès ouvert aux publications. Et aujourd'hui, on a un baromètre de la science ouverte qui mesure, depuis le début de la politique de science ouverte française, le taux d'accès ouvert pour les publications des chercheurs inscrits dans le SR français. Et vous voyez qu'on a une progression très forte depuis 2018. On est passé de 38% d'accès ouvert à 67%, et ça se distribue dans les disciplines de façon inégale, mais les mathématiques, la physique sont devant, les sciences humaines et sociales sont plutôt derrière, mais toutes les disciplines ont progressé, et désormais, toutes les disciplines ont dépassé le seuil fatidique des 50%. Alors, sur les publications, on a souvent une confusion. En général, on ne parle d'accès ouvert que pour une des 3 voies qui existent, et je voudrais vous présenter les 3 voies différentes. On parle d'édition ouverte avec frais de publication. Donc ça, c'est des revues qui vous demandent ce qu'on appelle les APC, des frais de publication, pour pouvoir publier en accès ouvert. On parle d'édition Gold. Il y a les revues en édition ouverte sans frais de publication, dans ce cas-là, c'est Diamant. Et puis, il y a les archives ouvertes, ce qu'on appelle la voie verte, Archive, AL, etc., qui sont une 3e façon de diffuser en accès ouvert ces publications. Alors, vous pouvez trouver une liste de 25 000, si ma mémoire est bonne, revues en accès ouvert dans le DOAJ, le Directory of Open Access Journals. Et vous connaissez l'archive ouverte AL, qui est l'archive ouverte nationale, dans lequel il y a aujourd'hui plus de 1 million d'articles publiés, déposés par les chercheurs. Alors, on a aussi mis en place une stratégie de non-cession de droits sur les publications scientifiques qui permet à un chercheur de déposer dans une archive ouverte encore plus tôt que 6 mois ou 12 mois, dans le cadre d'une licence. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a un guide que nous avons publié, mais l'idée, c'est que vous pouvez utiliser une licence Creative Commons au moment où vous soumettez votre article à un éditeur, et dans ce cas-là, vous le soumettez à l'éditeur avec une cession de droit non exclusive, alors que l'habitude, c'est une cession exclusive. Une cession exclusive veut dire que vous ne pouvez plus rien faire de vos papiers sans l'autorisation de l'éditeur. Une cession non exclusive, ça veut dire que vous cédez le droit à l'éditeur d'éditer votre papier, mais vous gardez certains droits qui vous permettent de déposer votre prépublication ou votre manuscrit auteur accepté dans une archive ouverte sans l'autorisation de l'éditeur. Après, on vous a beaucoup parlé d'open et de fair data. Donc, fair, vous avez, je pense, entendu 1000 fois l'acronyme qui veut dire facile à trouver, je le traduis en français, pour findable, accessible, le A, interopérable, le I, et réutilisable, le R. Et on dit bien open et fair, parce qu'on peut être fair sans être open. Typiquement, des données cliniques, des données d'essais cliniques ne peuvent pas être ouvertes, mais peuvent être fair, c'est-à-dire elles sont accessibles dans la mesure où on détermine les règles d'accès. On dit, pour que vous puissiez avoir accès aux données, vous devez signer une convention un engagement de confidentialité, l'utiliser dans un environnement sécurisé, etc., etc. Ce n'est pas ouvert, mais c'est fair. Voilà. Et pour avancer dans ce domaine des données fair et ouverte, on a une initiative qui a été inaugurée par la ministre l'été dernier, qui s'appelle Recherche Datagoon, qui est un écosystème pour le partage et l'ouverture des données de la recherche. Et cet écosystème se traduit par une plateforme que vous pouvez consulter en ligne, à laquelle sont
qui est au service de tout l'ESR et en particulier des établissements qui ont créé des ateliers de données ou des espaces dédiés de dépôt. Donc, Recherche Data Group est un écosystème qui contient un entrepôt, donc c'est ce qu'on voit le plus, hein, on peut y déposer des données, mais il y a aussi des ateliers de la donnée, des ateliers en proximité dans les établissements pour accompagner les chercheurs dans la préparation de leurs données. Et donc, ici, vous avez la liste des ateliers de la donnée, la carte des ateliers de la donnée existants. Et tous les 6 mois, il y a des nouveaux ateliers de la donnée qui se créent dans les établissements. À nouveau, je le redis, pour que les chercheurs aient un accompagnement technique de bon niveau pour savoir comment préparer leurs données pour une exposition de bonne qualité. Et puis, évidemment, Recherche Data Gouv oriente vers les entrepôts thématiques de référence. Il ne s'agit pas de faire de Recherche Data Gouv le HAL des données, puisque HAL, d'une certaine façon, peut couvrir l'ensemble des domaines. En revanche, il y a dans les données des entrepôts très connus, nationalement ou internationalement, qui font autorité et qui sont plus intéressants que Recherche Data Gouv, selon le domaine disciplinaire. Donc, il ne faut absolument pas percevoir Recherche Data Gouv comme une abolition des entrepôts thématiques, surtout internationaux, et au contraire une articulation entre Recherche Data Gouv et un entrepôt thématique général et des entrepôts thématiques spécialisés qui sont essentiels. Ensuite, je voulais dire un mot, et j'aurai bientôt fini, sur les logiciels libres, l'open source software. On soutient la diffusion des logiciels libres comme matériaux de la matière première de la recherche. En général, c'est ce qui permet de faire le traitement des données. Software Heritage, que nous soutenons, qui est une infrastructure française portée par INRIA et par l'UNESCO, collecte tout ce qui est logiciel libre déposé dans les grandes forges comme GitHub ou GitLab. Et vous pouvez aussi déposer dans HAL votre code et il sera récupéré par Software Heritage. Et puis, je voulais insister sur d'autres dimensions du sujet, en particulier le sujet des essais cliniques. Ça fait partie de la science ouverte. Aujourd'hui, seulement 57% des essais cliniques français font l'objet d'une publication de résultats, alors que la réglementation européenne demande que tous les essais cliniques publient leurs résultats, y compris négatifs. Et si vous creusez un petit peu, vous voyez que seulement 31% des essais cliniques portés par les établissements publics publient des résultats, donc ce qui est un vrai problème économique, scientifique et de santé publique. Et mon dernier point, c'est pour insister sur le fait que désormais, la science ouverte est un enjeu d'évaluation de la recherche. En particulier au niveau d'Horizon Europe, dans les années précédentes, la science ouverte était un critère d'impact. Et donc, d'une certaine façon, on réfléchit à, quand on a fini la recherche, comment la faire connaître mieux. Désormais, la science ouverte est dans les critères d'excellence. Et donc, ce n'est pas seulement une façon de valoriser la recherche, mais c'est une façon de faire de la recherche qui est ouverte. Et donc, elle est évaluée dans le bloc d'excellence qui fait que maintenant, la science ouverte est aussi évaluée par l'ERC. Donc ça, c'est une dimension essentielle. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais sachez que du coup, désormais, faire de la science ouverte, c'est contribuer à une recherche de grande qualité. Je termine en vous pointant vers la ressource du site ouvrirlascience.fr, qui est le site officiel de la politique de science ouverte française, et qui contient un certain nombre de guides pour vous, les doctorants et pour d'autres personnes. Le passeport pour la science ouverte, un guide pour le partage des données liées aux publications scientifiques, un guide sur les codes et logiciels, un guide sur la non-cession des droits, comme je l'ai évoqué, et puis un guide sur tous les débats qui se posent. Est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Est-ce que c'est plutôt me tirer une balle dans le pied de faire cela, etc. Il y a un guide qui est publié. Et on a des versions vidéo du passeport pour la science ouverte qui existent sous forme de petites capsules. Voilà. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Un grand merci, Marin. J'ai oublié de préciser que tu es le coordinateur national pour la science ouverte. Ça paraît évident vu ta présentation au sein du ministère. Voilà, donc un rôle important. Voilà. Et merci encore. En tout cas, c'est une très bonne introduction, je pense, vers des aspects un peu plus réglementaires pour Horizon Europe, pour montrer combien c'est important d'avoir cette notion en tête quand on rédige notamment des projets, on va le voir. Alors du coup, effectivement, Marin reste avec nous pour une session de questions-réponses si vous aviez des questions à lui poser en rapport avec ce qu'il vient de nous présenter rapidement. Donc n'hésitez pas à aller sur Slido si vous ne l'avez pas déjà fait et à poser votre question.
Alors, on peut revenir sur l'article 30, en effet. Alors, j'ai donné mes diapos. Je peux vous donner aussi le lien à tout le monde sur mes diapos. Ça, de toute façon, je peux le faire tout de suite. Et je peux aussi vous remontrer la diapo 30, la diapo sur l'article 30. Je vais repartager mon écran du coup. Mais je vous résume l'article 30. Les chercheurs français de l'ESR français ont désormais un nouveau droit qui est celui de pouvoir faire une exploitation secondaire de leur papier, même s'ils ont signé un contrat d'exclusivité avec les éditeurs. Alors, il y a une limite à ça qui est qu'il faut attendre 6 mois en sciences techniques médecine et 12 mois en sciences humaines et sociales pour pouvoir faire valoir ce droit. Voilà. Alors, j'ai un ordinateur qui est un peu lent aujourd'hui. Alors, j'ai une question sur les ateliers données. Super, ben, c'est bien qu'il y ait des volontaires. Donc, il faut déposer un... Est-ce que vous voyez l'article 30 là en attendant? Oui, on voit la diapositive. Donc, je réponds sur les ateliers de la donnée. Donc, sur le site Recherche DataGouv, vous pouvez aller voir la présentation des possibilités de candidature aux ateliers de la donnée. Donc, vous serez accompagné, y compris si vous ne savez pas trop par où commencer. Il ne s'agit pas de labelliser une démarche d'excellence totalement achevée, etc., mais aussi de vous accompagner vers la construction de ces ateliers, qui sont de la responsabilité des établissements. Donc, vous aurez les coordonnées de l'équipe de recherche DataGouv qui sera en mesure de vous répondre, de vous donner le cadre des candidatures, les possibilités d'accompagnement et le calendrier. Donc nous, ça nous intéresse effectivement beaucoup, qui est l'avantage d'ateliers de la donnée qui se construisent en proximité des établissements. Je reformule un petit peu ce que j'ai dit pour le dire un peu plus fortement. Je vais arrêter mon partage. En insistant sur le fait qu'il y a eu une tentation du plateformisme ou de la solution techno à tous les problèmes de sciences ouvertes. Effectivement, on a besoin d'entrepôts, effectivement, on a besoin d'archives ouvertes, etc. Mais on a absolument besoin d'abord et avant tout de compétences et de nouvelles compétences. Sur les données, est-ce que j'ai le droit de publier telle donnée? Est-ce que j'utilise tel référentiel ou tel autre? Dans quel entrepôt, etc. Il y a des millions de questions qui se posent aux chercheurs et donc, d'une certaine façon, la science ouverte apparaît comme une charge supplémentaire. Pour ça, il faut aussi un accompagnement de qualité sur des sujets qui touchent au règlement général de protection des données personnelles, qui touchent à la propriété intellectuelle, etc., qui doit s'articuler avec la politique des brevets et d'autres politiques de valorisation qui ne sont pas du tout incompatibles et qui doivent être articulées. Bref, il y a du travail. J'insiste encore une fois sur le fait que les données que vous allez produire, il ne faut pas les produire pour les produire au kilomètre ou au kilogramme. L'objectif, c'est qu'un tiers puisse les interpréter. Ou que vous, dans 30 ans, quand vous aurez tout oublié, vous puissiez à nouveau les interpréter. Et donc, elles doivent être autoporteuses, autodécrites. Et ça, c'est beaucoup de travail, puisque ce qui est évident pour vous, parce que c'est implicite, vous avez fait tel choix méthodologique, vous avez utilisé telles unités de mesure, vous avez fait tel arrondi, vous avez fait tel traitement de la donnée brute qui vient de votre instrument jusqu'à votre tableau final. Tout ça est évident pour vous et dans votre mémoire vive, dans votre cerveau, mais il n'est que là. Et donc, il va falloir l'expliciter pour un tiers qui risque de ne rien y comprendre. Voilà, donc tout ça, c'est du travail, doit être reconnu. C'est pour ça aussi qu'on a lancé une réforme de l'évaluation de la recherche, pour que tout le spectre du travail des chercheurs soit reconnu et pas seulement les publications. Donc, on parle désormais d'évaluer les activités et les productions, et pas là seulement les publications. Donc, il y a toute une dynamique aussi autour de COARA, la coalition pour l'avancement de l'évaluation de la recherche à l'échelle européenne, dans laquelle la France est très active. Merci. Alors, du coup, j'ai pas la vision moi, sur le slide d'eau. Je sais pas s'il y avait encore d'autres questions. Oui, on ne va pas s'afficher. Moi, j'avais une question sinon, en fait, parce que justement, c'est une question qu'on nous pose souvent, Marin. Du coup, quand tu parlais de cet article 30 et de cet embargo, en fait, dans Horizon Europe, il n'y a plus d'embargo possible. Donc, comment est-ce que les deux aspects sont conciliables? Alors, je vais dire les choses telles que je les pense. Moi, je pense que c'est un accès ouvert immédiat. Et si vous le faites déjà dans le cadre
de la loi d'octobre 2016, c'est déjà bien, surtout si vous le déposez immédiatement et que vous lancez un programmateur dans HAL pour que ça soit libéré 6 mois plus tard sans que vous ayez à y repenser. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une solution technique qui est double, vous pouvez diffuser votre article dans une revue avec frais de publication qui va être en accès ouvert immédiat. Vous pouvez publier votre article dans une revue Diamant sans frais de publication qui va être en accès ouvert immédiat. Et vous pouvez aussi soumettre votre article avec une licence Creative Commons qui s'appelle l'annonciation des droits soumise à la revue. Si la revue ne la rejette pas, ils ont le droit de rejeter, hein. Mais nous, on a le droit de soumettre. Et si la revue ne le rejette pas, elle accepte la licence Creative Commons et du coup, vous pouvez déposer votre manuscrit auteur accepté tout de suite. Par ailleurs, aucune loi n'interdit que le préprint soit publié, déposé par vos soins au moment où vous soumettez. Et là aussi, vous êtes encore en conformité avec l'idée d'une publication immédiate. Bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de solutions. Après, ça va dépendre un peu de votre environnement. S'il y a peu de revues Diamant ou peu de revues ouvertes, c'est différent de s'il y a beaucoup et qui correspondent à votre domaine disciplinaire, etc. Bref, il faut faire un peu du cas par cas. Mais on a plus qu'une solution. Et surtout, la voie verte n'est qu'une des solutions. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que le droit d'auteur, c'est compliqué et qu'on ne peut pas facilement résoudre, hein. Il y a une centaine de milliers de revues sur la planète, une douzaine de milliers d'éditeurs sur la planète. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas vous dire, voilà, ça va marcher comme ça, etc. D'autant que le droit d'auteur est un objet très, très respecté en France et donc on ne peut pas beaucoup le brutaliser. Donc, on l'a réformé, mais de façon très soft. Très bien, merci beaucoup. C'est clair, je pense que c'est utile parce que c'est une question qu'on nous a posée effectivement quelques fois. Est-ce qu'il y a encore des questions du coup sur le slide? Il y en a deux. Oui, alors. Oui, la législation sur les essais cliniques, c'est une législation européenne, c'est le règlement sur les essais cliniques qui date de 2012, si ma mémoire est bonne, qui dit que tous les résultats de tous les essais cliniques financés en Europe par le public et par le privé doivent être postés sur le registre d'essais cliniques. Et par ailleurs, ils peuvent être publiés dans une revue, mais ce n'est pas ça qui fait l'objet de l'obligation. L'obligation, c'est de les poster, on distingue bien poster de publier, dans les registres. Et peu de chercheurs français savent qu'on peut poster les résultats dans un registre. On a aujourd'hui dans notre baromètre 3% des essais cliniques publics qui sont postés dans un registre. Donc là, j'arrive à un score plus élevé parce que je prends en compte les publications aussi. Mais en réalité, le problème de la publication, c'est que les revues peuvent être tatillonnes, attendre, refuser, etc. Donc, vous pouvez vous retrouver face à 12 ou 18 mois d'itinéraire éditorial dont le résultat est incertain. En revanche, poster, c'est poster. Hein, vous postez, et puis en parallèle, vous soumettez à la publication. Donc ça, c'est une législation qui est mal connue. Il y a un groupe de travail du Comité pour la science ouverte qui se lance, qui devra rendre des conclusions en décembre pour faire en sorte qu'on communique mieux et qu'on sanctionne davantage les manquements à cette obligation, parce que ça a un impact économique, scientifique et un impact de santé publique. En gros, je vais très vite, mais si on ne publie aucun des résultats qui indiquent que la pilule bleue ne marche pas et qu'on publie tous les résultats qui indiquent qu'elle marche, quand vous faites une méta-analyse, vous dites dans 100% des cas, la pilule bleue marche. Sauf si 80% des essais cliniques non publiés indiquent qu'elle ne marche pas. Et comme en France, on ne publie que 57% des résultats, on est en train de tirer des conclusions sur une moitié des essais cliniques français. Donc, c'est grave. Ce n'est pas du tout original. Il y a plein d'autres pays qui sont dans la même situation. Donc, on n'est pas un mauvais élève, mais on n'est absolument pas non plus un bon élève. Donc, sur ce sujet, il y a un énorme chantier et les chercheurs ne sont pas habitués au respect de cette obligation. Ensuite, sur les licences Creative Commons. Elles sont légales. Donc, c'est une licence qui sont absolument compatibles avec le droit d'auteur français. De ce point de vue-là, il n'y a aucune ambiguïté. Il y a des chercheurs en droit français qui l'ont établi. Donc sur ça, il n'y a pas de difficulté. À partir du moment où vous émettez publiquement la licence et que quelqu'un ne la respecte pas, vous pouvez faire un recours devant un tribunal. Donc, vous êtes protégé par le droit français. Donc,
Donc, il n'y a pas de flou. Il y a des gens qui ont envie de dire que le droit d'auteur, les licences Creative Commons sont contre le droit moral. Je peux vous confirmer qu'elles ne sont pas contraires au droit moral de la propriété intellectuelle, en aucun cas. Et d'autre part, qu'il y aura un flou sur leur applicabilité dans les tribunaux. C'est totalement faux. Donc, il faut qu'elles soient émises publiquement, idéalement dans les 3 formats. Donc, le premier format, c'est à destination des humains, donc un logo. Le deuxième format, c'est à destination des juristes, donc un contrat, d'accord, on ne dit pas que les humains ne sont pas des juristes, mais donc un contrat, un lien vers le contrat. Et le troisième point, c'est qu'il faut aussi que ce soit lisible par des machines, par des robots, pour que comme Google ou d'autres moissonnent les résultats, ils aient une information sur la licence sans ambiguïté. Donc, une licence Creative Commons s'exprime toujours de 3 façons: visuellement, juridiquement, informatiquement. Une fois que vous avez fait ça, et la plupart des plateformes, enfin, comme HAL, quand vous choisissez la licence Creative Commons ou comme Recherche.gouv, ils font ça. Vous choisissez dans un menu déroulant votre licence et ils appliquent les 3, le logo, l'affirmation juridique et l'affirmation informatique. Donc là, on a l'intention de publier un guide sur les licences Creative Commons parce que c'est ancien désormais, mais ça n'a pas percolé au-delà de la communauté des spécialistes. Et donc, on va faire un petit guide, je pense. Très bien, oui. Ouais, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde connecté aujourd'hui. J'ai vu que on en reparlera, il y a un tableau qui a été fait aussi dans le programme guide de la Commission européenne qui résume un peu les caractéristiques de ces licences qui sont effectivement encore mal connues. Donc, ça va dans ce sens-là, mais très bien. Du coup, ça fera une autre ressource encore à mettre en avant. Merci beaucoup, Marin. Je vois que le temps avance et je sais que tu as des obligations pour la suite de l'après-midi. Exactement. Donc, si tu n'as plus rien à ajouter, je te propose que arrêter là pour les questions. Les DMP sont souvent vus comme une obligation et un dispositif administratif. Il faut vraiment que vous les utilisiez comme un instrument pour vous de gouvernance de vos propres données. Si vous les utilisez que pour satisfaire une obligation, c'est dommage, c'est triste et c'est un peu déprimant pour tout le monde. Alors que si vous considérez que c'est un instrument que vous allez mettre à jour, ça vous forcera à réfléchir à ce que vous allez faire de vos données. Vous allez vous poser plein de questions. D'ailleurs, ça va vous embêter au début parce que vous n'aurez pas de réponse. J'espère que les ateliers de données vous aideront. Ensuite, ça vous aidera aussi à ajuster le tir. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que ce n'est pas exactement ce que vous aviez dit que vous allez faire. Vous mettez à jour votre plan de gestion. Donc, c'est vraiment d'abord et avant tout un instrument qui a été conçu pour vous aider à réfléchir et clarifier dans une équipe votre stratégie de gouvernance des données. Et il se trouve que c'est devenu une obligation. Donc, du coup, c'est un peu le fardeau là, du passage obligé, mais profitez de cette occasion plutôt que de la subir. Voilà. Merci pour cette conclusion. On va venir plus à la partie fardeau, mais voilà, du coup, avec cette introduction, on voit que tout ça a un intérêt qui me paraît évident pour la science. Merci encore, Marin. Merci beaucoup à tous et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Du coup, je vous propose effectivement qu'on continue et qu'on en vienne à des aspects plus juridiques et plus obligatoires, notamment une proposition. Voilà, mais maintenant, vous êtes convaincus de l'intérêt, si vous ne l'étiez pas déjà, de la science ouverte. Donc, de ce fait, on va commencer par une introduction un peu pour revenir sur les aspects de politique européenne et puis que je vais vous faire et puis on enchaînera avec les aspects de ce qui est requis et recommandé dans les propositions tout à l'heure avec ma collègue Irénée. Donc pour la partie introductive, du coup, pourquoi la science ouverte? Alors Marin l'a dit, donc je vais répéter, mais en allant du coup assez vite. Voilà, il s'agit de partager les connaissances avec les chercheurs, mais vraiment au niveau de la société au sens large. Hein. Vous savez que c'est une préoccupation de plus en plus grande des politiques européennes. On l'a vu notamment avec les missions qui sont lancées dans le cadre du pilier 2 du programme. Donc tout ça, ça permet effectivement d'augmenter. Et là, je paraphrase aussi ce qu'a dit Marin, parce que c'est vrai que voilà, en France ou en Europe, on se rejoint sur ces aspects-là et
Donc, ça permet d'augmenter la qualité et l'efficacité de la recherche de l'innovation puisqu'on crée des résultats qui sont partagés, qui sont réutilisables avec une meilleure reproductibilité. Tout ça, ça permet d'avoir une intelligence collective qui est plus grande, plus de transdisciplinarité. Ça aussi, c'est des choses importantes dans les projets européens, mais pas seulement. Et puis voilà, d'avoir aussi plus confiance en la science. On parlait de l'engagement des citoyens, de la société. C'est aussi quelque chose qui est important dans l'actualité. Je ne vous explique pas pourquoi. Donc, ensuite, pour continuer sur cette introduction, donc, je voulais vous présenter aussi donc, les défis, les priorités majeures en termes de sciences ouvertes qui sont édictées par la Commission européenne. Alors, il y a 8 ambitions que vous retrouvez sur la page dédiée où je vous ai mis le lien, 8 ambitions majeures. Il y a un volet de ces ambitions qui concerne l'amélioration de la pratique de recherche et d'innovation. Marin l'a dit. Se poser des questions par rapport à la science ouverte, c'est améliorer sa recherche et l'innovation qui est faite dans les projets avec donc des publications libre accès, un partage le plus tôt possible des résultats, en respectant les données FAIR également. On a vu que c'était quelque chose qui s'ajoutait à la notion de science ouverte. Donc, des résultats reproductibles, je l'ai dit, un engagement plus fort de la société dans la science. Et puis aussi un volet développer des facilitateurs appropriés avec des récompenses pour encourager la pratique de la science ouverte, des mesures appropriées. Ça va aussi pour la Commission européenne dans l'idée que ce soit quelque chose qui soit intégré dans l'intégrité de la recherche, dans tout le volet éducation et formation. Et puis, il y a aussi les infrastructures de recherche qui sont concernées, notamment via le nuage européen qu'on appelle EOSC. Voilà, donc pour un peu la politique européenne et vous dresser voilà, la big picture, si je peux dire ça comme ça. Depuis, en fait, le FP7, la science ouverte est intégrée dans le programme de recherche et d'innovation. Donc, c'était d'abord un pilote avec le début du FP7. En 2014, donc avec Horizon 2020, c'est devenu une obligation de dépôt et d'accès ouvert des données des publics. Et puis, on a commencé à parler du fameux Data Management Plan, on y reviendra. En 2017, donc toujours dans le cadre d'H2020, on est passé voilà, à des données ouvertes par défaut. Donc, le pilote sur les données ouvertes, il s'appliquait par exception, on pouvait toujours le décocher dans la proposition si on le voulait. Et puis maintenant, donc, depuis 2021, avec Horizon Europe, la science ouverte, elle est intégrée partout et Marin Dacos l'a dit juste avant, c'est pas seulement dans la mise en œuvre des projets, mais et ma collègue va l'expliquer plus dans le détail, on le retrouve dans l'évaluation, on va aussi le retrouver dans le contrat de subvention, dans les guides. Il y a pas mal de ressources, j'évoquais le programme Gain notamment, dans les reportings des projets, on va le voir aussi, dans les programmes de travail, et dans les appels. Donc, en bref, l'idée, c'est de renforcer les droits et les obligations vis-à-vis de la science ouverte, en fait, et de se concentrer sur une gestion des données qui est responsable et qui est conforme aux fameux principes FAIR qu'on vous réexposera si vous ne les connaissez pas déjà. Ces différents principes. Donc voilà un peu pour la mise en œuvre progressive de la science ouverte dans les programmes cadres. Donc c'est vrai que ces concepts de science ouverte, d'innovation ouverte et d'ouverture au monde, ça permet, on l'a déjà dit, un impact des investissements de l'Union, puisque là on est quand même dans un programme de financement de la recherche, je le rappelle avant tout. Donc tout ça, ça permet une approche du processus scientifique qui est basée sur un travail collaboratif, coopératif. Je ne vous apprends rien, des outils, une diffusion du savoir qui est le plus ouverte possible. Donc, c'est des choses que vous retrouvez voilà, dans les différents textes et règlements qui vont du coup s'appliquer au projet Horizon Europe auquel vous pouvez prendre part. Et on retrouve aussi ça dans les programmes de travail avec des incitations et des obligations qui découlent du règlement Horizon Europe et notamment de son article 39. Donc, cette science ouverte, elle est aussi définie justement dans le modèle de convention de subvention.
Donc, j'ai laissé la définition en anglais, mais l'idée, c'est que c'est une approche qui est basée, donc voilà, je le disais à l'instant, sur un travail coopératif qui est ouvert et un partage systématique des outils, des connaissances, qui est vraiment le plus large possible, mais aussi un partage qui se fait le plus tôt possible. Et du coup, on a des obligations et des pratiques qui sont encouragées dans le programme, donc au niveau des résultats de recherche, notamment, mais pas seulement, hein, des publications scientifiques et des données de recherche. Donc voilà, pour vous donner une définition. Et puis enfin, alors c'est un sujet en soi, et donc on y reviendra, je le disais, dans l'introduction, quand on parlera des aspects d'exploitation, etc., parce que c'est intriqué et ça à prendre en compte à ce moment-là. Donc, la science ouverte et la propriété intellectuelle, hein, c'est pas antinomique. Donc, ouvert, ça veut pas dire que vos résultats, vos publis ne sont pas protégés. Donc, on ne renonce pas à toute stratégie de propriété intellectuelle, absolument pas. On conserve toujours à minima un intérêt légitime des bénéficiaires, hein, avec des obligations qui peuvent être allégées dans certains cas spécifiques, on le verra. Voilà, on protège toujours les droits d'auteur, hein, Marin l'a dit, en France, c'est très important et c'est pas du tout, du coup, antinomique avec les règles du programme Horizon Europe. Voilà, donc il faut toujours effectivement veiller à ce que les auteurs et bénéficiaires aient des droits de pays qui soient suffisants, et c'est tout à fait le cas dans le cadre de la science ouverte. Voilà pour cette introduction. Sans plus attendre, je vais passer du coup la parole à Irénée, qui va maintenant vous parler du coup de la science ouverte dans le montage et l'évaluation des propositions. Est-ce que vous voyez la présentation? Alors oui, on la voit, pas en mode partage, Oui, ok. mais oui, on la voit très bien. Ok, ça Parfait. va. Merci beaucoup, Fanny. Oui, donc je vais prendre les relais pour continuer et parler de la science ouverte dans les montages et l'évaluation des propositions dans Horizon Europe. Parce que, comme on disait dans l'introduction, les concepts a changé, a évolué dans Horizon Europe. Il faut penser vraiment à inclure la science ouverte déjà dans la phase de montage, parce qu'on sera évalué sur ça. Et donc, c'est très important de faire attention. Avant de commencer à rentrer dans les détails donc du montage, il faut fixer deux concepts essentiels dans Horizon Europe par rapport à la science ouverte. Il y a deux types de pratiques. On peut distinguer deux types de pratiques. Il y a les pratiques qui sont obligatoires. Ça veut dire que il s'agit des pratiques qui sont requises obligatoirement pour tous les projets et qui sont indiquées dans la convention des subventions. Donc, tout le monde est obligé à les respecter et on va les retrouver dans notre convention des subventions. Parfois, il y a des conditions obligatoires additionnelles, ça veut dire des conditions qui s'appliquent, qui s'ajoutent à les conditions obligatoires basiques, on peut dire, et c'est les cas dans lesquels les programmes de travail les prévoient. Donc, s'il y a des conditions obligatoires additionnelles, on les sait déjà en lisant l'appel en question, parce qu'ils sont déjà indiqués dans l'appel. Et à côté des obligations, de conditions obligatoires, on retrouve les pratiques recommandées. Et donc, les pratiques recommandées sont donc les pratiques qui ne sont pas obligatoires et qui sont, on peut dire, encouragées par la Commission européenne parce que de manière très pratique, ils vont donner un peu plus de scores. Si on va les inclure, on va les mettre en place à l'intérieur de notre projet. Donc, en phase d'évaluation, avoir des pratiques recommandées, c'est vraiment un atout et on va voir plus tard comment et pourquoi. Mais ajouter des autres pratiques additionnelles qui peuvent enrichir notre proposition, bien sûr des pratiques pertinentes avec notre projet, c'est quelque chose qui est encouragé et bien vu par les évaluateurs, par la Commission européenne. Donc, il faut garder en tête cette distinction parce qu'on va la retrouver soit en phase de montage, mais surtout après, quand les collègues vont vous parler de la mise en œuvre.
Et si on commence par les montages, bien sûr, et en regardant le Canva des propositions. Alors, d'abord, c'est l'excellence, les critères d'excellence qui est concerné et qui va traiter de manière importante la science ouverte, parce qu'en fait, dans les critères d'excellence, spécifiquement dans la partie méthodologie, les canevas de propositions nous demandent de traiter, de parler de la science ouverte d'abord par rapport aux pratiques des sciences ouvertes qui sont intégrées dans notre projet. Nous avons au maximum une page pour expliquer et décrire quelles sont les pratiques qu'on va mettre en place, donc bien sûr les pratiques obligatoires et éventuellement les pratiques recommandées, et pourquoi on va les mettre en place, pourquoi elles sont pertinentes et comment elles vont augmenter les chances que notre projet puisse atteindre l'impact prévu et donc comment elles peuvent aussi aider à livrer les résultats du projet. Et donc ça, c'est c'est une première partie dans laquelle on doit parler et inclure la science ouverte. Après, toujours dans l'excellence et toujours dans la méthodologie, il y a aussi une autre petite section. On a aussi également une page à disposition pour décrire la gestion des données, des recherches à l'intérieur du projet. Et là, donc, plus spécifiquement, on doit expliquer comment les données soient collectées, que les données générées par les projets sont gérées et sur la base, bien sûr, de principes FAIR. Donc, il faut vraiment décrire une première stratégie de gestion des données. OK. Après, on a aussi, et la science ouverte doit être aussi traitée dans les critères de la mise en œuvre, dans la implementation. Et plus spécifiquement, c'est dans la partie Capacity of Participants and Consortium as a whole. C'est là qu'on doit penser donc à mentionner la science ouverte, mais maintenant c'est dans un point de vue, par rapport à un point de vue différent. Parce qu'en fait, ici, on est vraiment dans la mise en œuvre pratique du projet. Et là, dans cette partie-là, on doit décrire de manière générale l'expertise du consortium et l'expertise de chaque partenaire. Donc, quelle est la valeur ajoutée que chaque partenaire amène au projet. Et par rapport à la science ouverte, on doit mettre en avance, on doit souligner quelles sont les expériences, les expertises de différents partenaires par rapport aux pratiques des sciences ouvertes. Bien sûr, aux pratiques des sciences ouvertes pertinentes avec les activités que nous devons mettre en place. Mais c'est très important de le mettre en avance parce que c'est quand même toujours une valeur ajoutée à notre proposition. Donc, pas seulement critères de l'excellence et critères de la mise en œuvre, mais il y a aussi une autre chose qu'on doit faire dans la proposition et qui concerne la science ouverte, est la première version du plan d'exploitation et de diffusion des résultats. C'est ce qu'on appelle plan d'exploitation and dissemination plan. Ce document, ça deviendra après un livrable du projet, mais on doit les rédiger dans une première version en phase de montage, de proposition, pour expliquer quelle est la stratégie de dissémination et d'exploitation des résultats qu'on va mettre en place pendant les projets. Donc, c'est une version vraiment basique à ce moment-là. Successivement, donc, ce document va évoluer, comme je disais, et on peut le mettre à jour si nécessaire. Mais c'est très important dans cette phase, donc, pour l'évaluation, de comprendre comment nous voulons disséminer et bien sûr exploiter aussi les résultats du projet. Ça fait objet de l'évaluation et donc c'est quelque chose dans lequel toutes les pratiques des sciences ouvertes par rapport aux résultats doivent être mises en avance aussi. Et toujours pour les montages, donc dans la phase de montage, on doit aussi rédiger les budgets de la proposition et aussi il faut penser à la science ouverte pour la construction de notre budget. En fait, il faut réfléchir s'il y a des dépenses qui peuvent se vérifier en fait pendant la mise en œuvre, qui sont des dépenses liées à la mise en œuvre des pratiques des sciences ouvertes.
Et donc, dans ces cas-là, il faut penser d'inclure les coûts à l'intérieur de notre budget. Donc, parce que tous les coûts, même les coûts qui concernent le pratique des sciences ouvertes liées aux activités des projets, des coûts éligibles bien sûr, peuvent être inclus dans les budgets du projet. Et par rapport au budget, je vais souligner un point d'attention qui est très important, qui en plus, c'est un changement par rapport à chemin 20, parce qu'en fait, ça concerne les publications. Parce qu'en fait, dans Horizon Europe, les coûts des publications, donc ce qu'on appelle APC, sont éligibles, mais sont éligibles exclusivement pour des publications qui sont en accès ouvert intégral, ce qu'on appelle aussi Full Open Access. Donc, on peut penser à intégrer dans notre budget les coûts des publications, mais seulement si on pense, mais ces coûts seront éligibles que dans les cas la publication sera en Full Open Access. Donc, il faut bien garder bien ça en tête aussi dans la construction du budget. On passe à la phase d'évaluation de la proposition et pour voir quelle est l'approche des évaluateurs par rapport aux deux critères d'évaluation et donc aux deux parties dans lesquelles on va mentionner, on va parler des pratiques des sciences ouvertes à l'intérieur de notre projet. Et par rapport à l'excellence, les évaluateurs vont bien sûr évaluer d'abord la qualité des pratiques proposées, et les pratiques obligatoires et les pratiques recommandées. Et par rapport à ces pratiques, ils vont effectivement voir comment elles sont intégrées dans notre proposition et quelle est leur pertinence, la cohérence avec les projets. Et bien sûr, les liens qu'il y a entre les projets et les résultats du projet et l'impact attendu. Donc, voir comment les pratiques qu'on va mettre en place puissent aider à livrer les résultats et à atteindre l'impact prévu. Par rapport aux critères de la mise en œuvre, c'est une évaluation donc, qui concerne, comme on disait, l'expertise du consortium. Et donc, dans ces cas-là, les évaluateurs vont effectivement voir s'il y a une cohérence entre les pratiques qu'on va mettre en place dans les projets et l'expertise du consortium en matière de sciences ouvertes. Et il faut effectivement voir s'il y a de l'expertise, s'il y a des connaissances et s'il y a aussi des réalisations qui ont été déjà mises en place. Et il faut aussi dire, en ce qui concerne les réalisations par rapport donc à la pertinence en lien avec la science ouverte seront évaluées sur la base de leur qualité. Si on pense par exemple aux publications qui ont mention à l'intérieur de notre projet, elles seront évaluées sur la base de leur qualité, pas sur la base de l'impact factor. Donc, ce n'est pas ça qui sera jugé par la commission, par les évaluateurs, mais c'est vraiment la qualité de la publication qu'on a mentionnée qui fera objet d'évaluation. Et je vais maintenant rentrer un peu plus dans les détails, dans l'évaluation de l'excellence, et pour expliquer comment effectivement les évaluateurs vont juger les pratiques obligatoires et les pratiques recommandées. Par rapport aux pratiques obligatoires, les évaluateurs vont vérifier si le candidat a fourni une description suffisante pour expliquer comment il va mettre en place les pratiques obligatoires, donc pour se conformer aux obligations de la commission, ou sinon elle va vérifier si les candidats, il a bien expliqué pourquoi il retient que les obligations en matière de sciences ouvertes ne s'appliquent pas à son projet. Parce que ça, c'est possible, ça peut arriver, dans un projet spécifique, les obligations de la commission ne peuvent pas s'appliquer. Donc, dans ces cas-là, on doit expliquer pourquoi à l'intérieur de notre proposition, donc dans les critères excellence dans la méthodologie. Donc, si les évaluateurs vérifient qu'effectivement, il y a une description suffisante de la manière dans laquelle les candidats, le consortium va mettre en place
les pratiques des sciences ouvertes obligatoires, donc comment il va se conformer à ces obligations, alors l'évaluation peut obtenir un meilleur score. Parce qu'effectivement, ça veut dire que tous les raisonnements ont été bien expliqués. Il a aussi bien expliqué quelle est la valeur ajoutée des pratiques des sciences ouvertes par rapport aux objectifs du projet. Si les informations ne sont pas suffisantes, alors dans ces cas-là, les scores d'évaluation sera plus faible. Parce que ça veut dire qu'on a tout simplement répondu à une obligation, mais sans la mettre en valeur et sans vraiment valoriser quelle est la valeur ajoutée de ces pratiques à l'intérieur du projet. Dans les cas où nous sommes dans une hypothèse dans laquelle les obligations en matière des sciences ouvertes ne s'appliquent pas, si les candidats ont bien expliqué pourquoi les pratiques ne s'appliquent pas, alors la science ouverte ne sera pas objet d'évaluation à l'intérieur de la proposition, parce qu'effectivement, elle ne s'applique pas dans les cas spécifiques. Si par contre, aucune justification a été fournie pour expliquer pourquoi elle ne s'applique pas, alors aussi dans ces cas-là, les scores d'évaluation seront plus faibles. Parce qu'on est dans les cadres de pratiques obligatoires. Si on va si on rentre dans les cadres de pratiques recommandées, et qui sont aussi objets d'évaluation et qui sont, comme je disais, encouragés par la commission, les évaluateurs, dans ces cas-là, vont vérifier si les consortiums, les candidats fournissent des informations suffisantes pour expliquer comment il va mettre en œuvre les pratiques recommandées et pourquoi elles sont d'intérêt, elles sont importantes pour les projets. Et donc, si la réponse est oui à cette analyse qui est faite par les évaluateurs, ça veut dire que donc, les candidats ont fourni une description suffisante pour expliquer les pratiques qu'ils vont mettre en place et leur valeur ajoutée par rapport au projet. Alors ici, le candidat pourra obtenir un meilleur score parce que, outre mettre en place des pratiques recommandées additionnelles, il a aussi expliqué quelle est la valeur ajoutée. Si le candidat n'a pas donné cette explication, donc n'a pas donné des informations suffisantes pour expliquer ces valeurs ajoutées, mais alors il faut dire qu'il n'y aura aucun changement de score parce qu'on est dans les cadres des pratiques recommandées. Donc il n'y a pas une obligation de le faire, de mettre en place ces pratiques-là, et surtout il n'y a pas une obligation donc d'expliquer et quelle est la valeur ajoutée par rapport au projet. Parce que c'est pas obligatoire, c'est juste recommandé dans ces cas-là. Et pour conclure, quelques suggestions pratiques, et soit par rapport au montage, et donc afin d'avoir un meilleur score dans les cadres d'évaluation. On vous suggère de réfléchir toujours à des pratiques additionnelles, ça veut dire les pratiques recommandées qui ne sont pas obligatoires. Bien sûr, elles doivent être cohérentes et pertinentes avec les projets et qui vous devez indiquer dans la méthodologie parce que, comme je viens d'expliquer, si on prévoit des pratiques recommandées, on peut avoir accès à une évaluation meilleure. Il faut prévoir aussi le Data Management Plan. Ça, c'est plutôt une alerte parce que c'est un livrable obligatoire, comme aussi on a dit dans les cadres de l'introduction. Et c'est un livrable qui doit être rendu avant les mois 6 du projet. Et donc, il faut se souvenir de ça pour le prévoir à l'intérieur de notre projet. Et troisième recommandation, gestion pratique, c'est de penser à la science ouverte aussi dans la section impact de notre projet, plus spécifiquement dans la section Pathway to Impact, et pour faire les liens entre les pratiques qui sont mentionnées dans la méthodologie et l'impact attendu. Ça veut dire qu'on doit bien expliquer là comment, grâce aux pratiques des sciences ouvertes, on peut mieux attendre l'impact prévu. Et dernière suggestion, ça concerne la mise en œuvre, donc les critères de mise en œuvre. Il est bien de prévoir de work package, des lots de travaux ou des tâches qui sont dédiées à la gestion des données. Ça aussi est bien pris en considération par les évaluateurs et est bien vu.
Et j'ai terminé, je laisse la parole à mes collègues Fanny et Lucie pour la troisième partie. Merci Irénée. Je prends le relais. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, après cette partie plutôt montage, maintenant on va s'intéresser justement aux aspects de mise en œuvre des projets et comment la science ouverte doit être traitée dans la mise en œuvre des projets et même au-delà. Alors, voilà, quelles sont les obligations? La première question à se poser, c'est effectivement, vous avez obtenu votre projet, vous avez signé la convention de subvention. Quelles sont les obligations en matière de sciences ouvertes qui sont incluses dans cette convention de subvention? Donc là, on vous met les obligations du MGA, du Model Grant Agreement, qui indique bien, dans le cadre de ses articles 17 et de son annexe 5, que les bénéficiaires ont l'obligation d'assurer la diffusion des résultats issus du financement de l'Union européenne. Ceci selon 3 grands volets, je dirais, qui vont être adressés dans les minutes à venir successivement. L'accès ouvert des publications scientifiques, qu'on appelle Open Access, l'accès ouvert aux données de la recherche, qu'on appelle Research Data Management, donc la gestion des données de la recherche, on y reviendra. Et puis ensuite, vous avez aussi une série d'obligations additionnelles que nous vous décrirons, qui sont relatives à la science ouverte et qui ont trait aux conditions spécifiques de certains appels à projets. Donc, tout d'abord, je vous l'ai dit, on va traiter successivement ces 3 points. Tout d'abord, l'open access, donc l'accès ouvert aux publications. Qu'est-ce que ça recouvre? Donc, tout d'abord, les questions sont simples. Qui cela concerne? Évidemment, les bénéficiaires qui signent la convention de subvention, qui sont tenus par les clauses de la convention de subvention, les obligations contractuelles, et qui doivent garantir un libre accès aux publications scientifiques qui sont évaluées par des pairs concernant leurs résultats. Quand? Au plus tard, au jour de la publication. Qu'est-ce que ça concerne? Eh bien, ça concerne le dépôt du manuscrit de l'auteur accepté ou la version de l'éditeur sur un entrepôt de confiance. Donc, on y reviendra sur cette question, qu'est-ce qu'un entrepôt de confiance, un tout petit peu plus tard. Mais voilà, soit, là, je veux que vous fassiez la distinction, soit vous déposez le manuscrit de l'auteur accepté, c'est-à-dire, je crois que Marin a évoqué le terme, c'est ce qu'on appelle le post-print, c'est-à-dire la version du manuscrit qui intègre les révisions des reviewers, des pairs, mais sans copyright, sans droit d'auteur et sans mise en page par l'éditeur. Ça, c'est ce qu'on appelle le manuscrit de l'auteur accepté. Voilà. Ensuite, vous avez la version de l'éditeur, qui est la version définitive de l'article telle qu'elle est disponible au téléchargement sur le site de l'éditeur. En plus du dépôt du manuscrit ou de la version de l'éditeur, vous avez l'obligation de déposer aussi des informations, toujours via cet entrepôt, sur tout résultat, outils, instruments de recherche nécessaires pour valider les conclusions de la publication scientifique. De quelle manière ça se fait? Ça se fait justement via ces entrepôts dont je n'arrête pas de parler, mais en libre accès immédiat et sous des licences Creative Commons ou équivalents. J'attire votre attention que le guide du programme, ce qu'on appelle le programme guide Horizon Europe, liste à sa page 51 tous les types de licences qui sont utilisables et qui existent. Si je continue, il y a quelques points d'attention concernant ces publications scientifiques. D'abord, ce n'est pas parce que vous publiez en accès ouvert que vous ne pouvez pas garder des droits de propriété intellectuelle. Donc, effectivement, vous pouvez tout à fait conserver, et vous devez conserver suffisamment de droits de propriété intellectuelle pour vous conformer aux exigences de libre accès. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, et ma collègue Irénée l'a déjà dit, les frais de publication ne sont éligibles dans le cadre d'Horizon Europe que si la revue ou le journal est en accès ouvert intégral. Les frais de publication dans les revues ou journaux hybrides, comme ils s'appellent, ne sont pas éligibles. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Et enfin, depuis quelques années déjà, la Commission européenne a développé une plateforme de publication en libre accès qui s'appelle ORE, Open Research Europe, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure et qui offre la possibilité de publier gratuitement, qui est ouverte aux bénéficiaires et qui leur permet de publier gratuitement sur cette plateforme. Donc, si je résume, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est
par rapport à Horizon Europe. Si vous vous posez la question, dans un projet Horizon Europe, dans mon projet Horizon Europe, est-ce que je suis obligée de publier en accès ouvert? La réponse est non. Mais dans tous les projets, il faut assurer le libre accès aux publications scientifiques évaluées par des pairs. Et cet accès libre doit être immédiat. Vous avez donc néanmoins la liberté de choisir si vous publiez ou pas en accès ouvert. Les coûts de publication éligibles les coûts de publication ne seront éligibles que s'ils sont encourus pendant la durée du projet et en accès ouvert intégral. C'est bien ce que ma collègue Irénée a mentionné, en full open access. Et quelle que soit l'option choisie, au plus tard, au moment de la publication, la publication doit être déposée dans un entrepôt de confiance, ce qu'on appelle un Trusted Repository, pour assurer le libre accès. Mais nous reviendrons un tout petit peu plus tard sur cette notion d'entrepôt de confiance. J'en ai fini pour les publications. Si on considère maintenant la gestion des données de la recherche et l'accès ouvert aux données, donc de quoi parle-t-on? Il s'agit en fait d'une obligation toujours pour les bénéficiaires signataires d'une convention de subvention Horizon Europe de rendre accessible et réutilisable gratuitement en ligne et au plus grand nombre d'utilisateurs les données de recherche électronique générées par leurs projets financés par Horizon Europe. Le principe, c'est que tous les projets s'appliquent à tous les projets et tous les partenaires financés dans le cadre d'Horizon Europe, avec des exceptions qui sont partielles et qui ne peuvent être acceptées que sur justification. Et ces justifications doivent être explicitées dans le plan de gestion des données, ce qu'on appelle le Data Management Plan, dont nous avons un tout petit peu parlé déjà. Donc, cela concerne les bénéficiaires, comme je vous le disais, qui doivent gérer de manière ouverte les données électroniques de la recherche, gérer de manière ouverte, mais surtout de manière responsable et conformément au principe FAIR. Donc, c'est le terme ouvert, mais beaucoup plus précis. Comme Marin l'a dit en introduction, facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Ça se met en place dans quel cadre? Eh bien, dans le cadre d'un plan de gestion des données qui est obligatoire, qui est à établir et mettre à jour régulièrement et qui couvre les données générées et ou collectées dans le cadre du projet. Quand ça doit se faire dans les meilleurs délais ou alors dans les délais qui sont prévus par le plan de gestion des données. Et ces données doivent être déposées également dans un entrepôt de confiance ou alors dans le nuage européen pour la science ouverte, EOSC, si c'est prévu et spécifié dans le cadre de l'appel. Mais en tout cas, si ce n'est pas prévu dans l'appel, ça doit être déposé, les données doivent être déposées dans un entrepôt de confiance afin d'assurer un accès ouvert sous licence CC BY ou CC 0 ou équivalent, avec ce principe aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Et justement, quand c'est fermé, je précise dans la diapositive suivante qu'il y a des exceptions possibles qui sont acceptées par la Commission européenne, puisque certaines données peuvent être maintenues fermées dans les cas où un accès ouvert serait contraire aux intérêts légitimes du bénéficiaire, en particulier en ce qui concerne l'exploitation commerciale, c'est possible et accepté, ou si c'est contraire à toute autre contrainte, telles que les règles de protection des données, la vie privée, la confidentialité, les intérêts commerciaux, les intérêts concurrentiels de l'Union, les règles de sécurité ou des droits de propriété intellectuelle ou d'autres obligations qui seraient contraires aux obligations de la convention de subvention. Il y a donc l'obligation de fournir un plan de gestion des données, un Data Management Plan, qui est un livrable du projet et qui est obligatoire dans tous les projets Horizon Europe, quel que soit le pilier, quel que soit le sous-programme. Il va décrire donc les données de la recherche, collectées, générées, qui sont gérées pendant et même après le projet. Il faut adresser la méthodologie, les standards, quelles données sont partagées ou diffusées, comment elles vont être conservées, stockées. Vous pourrez trouver un modèle de Data Management Plan dans les documents de référence sur le portail de la Commission européenne. J'en viens enfin à cette notion d'entrepôt de confiance qui est valable donc en particulier pour les données. Les entrepôts de confiance doivent être certifiés, normes ISO ou autres. Ils peuvent être, mais ce n'est pas une obligation, ils peuvent être disciplinaires et utilisés, approuvés par les communautés de recherche concernées. Et ils ont des caractéristiques essentielles, notamment ils doivent mettre en place des mécanismes qui garantissent l'intégrité et l'authenticité des contenus. Ils vont fournir des informations claires sur leur politique et leurs services, qu'est-ce qu'ils mettent à disposition dans le cadre de leur entrepôt,
de l'entrepôt. Ils fournissent un accès large et ouvert au contenu, notamment conformément aux contraintes légales et éthiques. Ils attribuent ce qu'on appelle des numéros d'identification de l'auteur et demandent des métadonnées détaillées de manière standardisée et lisible par machine. Et ils assurent la conservation à moyen et long terme des contenus, conservation experte, assurance qualité. Et enfin, ils répondent à des normes aussi de sécurité au niveau national et au niveau international. Les entrepôts, bien entendu à usage général et institutionnel, sont acceptables, tels que HAL. C'est l'exemple classique de HAL qui est beaucoup utilisé en France. Après avoir parlé donc des publications et de la gestion des données de la recherche, ma collègue Fanny va prendre le relais pour vous décrire les obligations additionnelles qui peuvent être ajoutées dans le cadre de certains appels à projets lorsque c'est spécifié. Fanny, je te laisse la main. Oui, merci Lucie. Du coup, effectivement, il y a des obligations additionnelles qui peuvent apparaître en matière de sciences ouvertes dans le cadre de certains appels à propositions. Donc, on vous invite, comme toujours, dans tous les cas, à bien lire les conditions générales et en particulier les conditions spécifiques de l'appel auquel votre équipe s'apprête à répondre. Du coup, vous pourrez éventuellement y voir, on n'a pas eu le temps de lister des exemples concrets pour ici, et ça prendrait du temps, mais voilà, vous pouvez y trouver deux choses. Donc, soit concernant la validation de publications scientifiques, l'obligation pour les bénéficiaires de fournir un accès aux données et aux résultats nécessaires à la validation des conclusions des publications scientifiques. Donc ça, c'est toujours effectivement à nuancer avec les intérêts ou les contraintes légitimes des bénéficiaires. Je vous le disais tout à l'heure, voilà, il faut toujours faire la balance avec les éventuelles stratégies de propriété intellectuelle. Qui sont faits. Donc, et puis, il y a aussi le cas dans lequel on est en urgence publique, ce qui est quelque chose de nouveau dans Horizon Europe. Et dans ce cas-là, les bénéficiaires, ils doivent, donc si c'est encore une fois prévu à l'appel, déposer immédiatement tout le résultat de recherche dans un entrepôt de confiance et en fournir un accès ouvert avec des licences, donc CC BY ou CC 0, qui soient équivalents. Et là encore, voilà, il faut faire toujours donc éventuellement justifier si ce n'était pas le cas et si on n'avait pas l'intention de complètement répondre à ces obligations, à le justifier avec des conditions raisonnables et qui sont liées donc à une éventuelle stratégie de propriété intellectuelle. Et cette disposition, elle s'applique jusqu'à 4 ans, jusqu'à la fin des projets. En termes de timing, donc c'est vrai qu'on dépasse le temps des projets lui-même. Voilà pour les obligations. On voulait aussi vous parler de cet outil européen qui existe maintenant depuis un peu plus de 2 ans, qui est la plateforme Open Research Europe. Donc, c'est une plateforme qui est vraiment dédiée aux appels ouverts pour les projets du PCRI et que la CE encourage à utiliser. Elle en fait de la pub sur son site internet. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est dédiée aux bénéficiaires de projets Horizon au sens large, donc Horizon 2020, Horizon Europe et aussi évidemment Euratom qui va de pair. Donc, c'est un service optionnel qui est gratuit, qu'on peut utiliser pendant et même après la fin des projets. Donc, ça peut résoudre des soucis si on n'a pas pu publier en open access pendant son projet. Et ben, du coup, comme c'est un service gratuit, du coup, il n'y aura pas de frais de publication en utilisant cette plateforme. Elle inclut cette plateforme un modèle de post-publication qui est ouvert et revu par les pairs avec des licences CC BY dont on parlait tout à l'heure. Elle propose aussi un service d'édition rapide dans tous les domaines scientifiques, qui est divisé en collections spécialisées. Donc, toutes les communautés de recherche y trouvent leur compte. Et puis, il y a de nombreux types d'articles aussi qui sont prévus par la plateforme.
donc qu'on peut y déposer. Elle est organisée en communauté, en passerelle, encore une fois pour être au plus près des besoins spécifiques des communautés. Et donc, je le disais, oui, elle existe donc depuis mars 2021 et actuellement, au dernier comptage, on comptait plus de 300 articles, on est même à un peu plus, je pense, maintenant. Et donc la CE, comme voilà, elle promeut au maximum cet outil, elle est en discussion avec des bailleurs de fonds nationaux aussi pour que le soutien ne se fasse pas qu'au niveau des proposants et des bénéficiaires des programmes cadres, mais que voilà, son usage soit élargi. Donc à suivre, mais c'est bien d'en parler, de parler de cet outil qui est de plus en plus utilisé. Voilà. Ensuite, pour terminer un peu sur la science ouverte dans le cadre des projets, on voulait quand même revenir sur certaines obligations lors du reporting des projets. Donc, quand vous allez faire des rapports sur votre projet, il va falloir effectivement penser à la science ouverte. D'abord, lors de ce qu'on appelle le reporting en continu. Ça, c'est un élément important. Alors, je ne sais pas si la diapositive est bloquée. Voilà, super. Merci Ingrid. Donc, effectivement, dans le, je le disais, le continuous reporting, vous allez avoir notamment à compléter une table de publication. Donc là, le portail européen, il récupère en fait les publics qui ont été déposés sur OpenAir et il va les proposer par défaut. Et du coup, là, il convient, si vous êtes manager projet scientifique impliqué dans un projet, de vérifier ces propositions qui sont faites automatiquement par le portail et de voir si elles sont effectivement bien liées au projet sur lequel vous travaillez. Et du coup, à chaque fois, vous avez des questions qui sont posées pour chacune des publis et qui vont pouvoir montrer si les obligations en termes de sciences ouvertes sont bien remplies qu'on vient d'exposer jusque-là. Donc, il y a ensuite dans les diapositives suivantes, en fait, l'illustration de ce que je viens de vous dire, à savoir ce fameux onglet du continuous reporting que vous voyez là. Et puis, quand on clique du coup pour rentrer une publication, du coup, à la diapositive suivante, vous voyez effectivement l'ensemble des informations à remplir et notamment, vous parlez tout à l'heure pour les Trusted Repositories du fameux numéro d'identification voilà, que vous retrouvez là. Et c'est vrai que mais souvent, ces champs sont déjà pré-remplis du coup avec les infos fournies par OpenAir. Donc, ça fait gagner un temps précieux. Mais vous pouvez toujours les compléter. Et ensuite, enfin, vous avez donc le reporting en continu, mais vous avez évidemment les rapports périodiques dans les projets Horizon Europe, Horizon 2020. Dans la partie B, en fait, il faut mettre à jour le plan d'exploitation et diffusion dont parlait ma collègue Irénée tout à l'heure, qui donc a été déposé en même temps que la proposition. Et puis, il faut décrire les pratiques de sciences ouvertes, les mesures que vous avez prises dans le projet par rapport à la reproductibilité des résultats. Donc ça, c'est effectivement un aspect aussi important au moment des rapports. Donc Marin vous le disait, voilà, il faut voir ça au-delà d'une contrainte comme quelque chose qui va pousser la réflexion plus loin de vos projets et faire l'objet aussi du coup effectivement de l'évaluation de vos projets. Donc voilà pour ces petits aspects de reporting. Et puis du coup, je passe la parole à ma collègue Ingrid parce qu'on va vous parler de quelques ressources utiles par rapport à la science ouverte. Donc bonjour, donc je suis en charge de vous présenter les ressources utiles en matière de sciences ouvertes et les ressources utiles générales que nous, PCN, vous proposons à l'issue de chaque webinaire. Donc sur le financement de la science ouverte, il y a des appels Horizon Europe qui ont été publiés et qui ont été en cours qui sont en cours jusqu'en mars 2024. Donc on vous a mis un lien vers le calendrier. Ça se passe au sein du pilier transversal qui s'appelle élargissement de la participation à l'espace européen de la recherche. Il y a aussi une note qui a été émise
sur ces appels, pour présenter ces appels sur la science ouverte dans Horizon Europe, et qui a été rédigé par le Collège de Europe du Comité pour la science ouverte avec la collaboration de notre PCN élargissement et de la participation à l'espace européen de la recherche, qui est Madame Solène Chevalier, que vous pouvez contacter. On vous fournira les liens ainsi que le lien vers ladite note. Les actions de l'espace européen de la recherche liées à la science ouverte, il y en a 2. Au principal, l'action 1 et l'action 3, donc l'action 1, c'est Enable the open sharing of knowledge and the reuse of research outputs, including through the development of the European Open Science Cloud. Donc c'est pour utiliser la plateforme EOSC, l'infrastructure EOSC. L'action 3, c'est Advance towards the reform the assessment system for researchers and institutions to improve their quality, performance and impact. Il y a aussi d'autres actions liées à la science ouverte, mais dans une moindre mesure. Par exemple, dans l'action 2, on a quelque chose qui s'appelle Propose a new copyright and data legislative and regulatory framework fit for research. Là, vous êtes vraiment sur quelque chose d'un peu plus SHS et juridique. Si vous avez des questions sur la science ouverte, donc vous avez toujours le guide du programme Horizon Europe, en partie 16, qui dédie plusieurs pages à la science ouverte, avec ses lignes directrices, donc qui sont des recommandations sur le libre accès aux publications scientifiques et aux données de recherche. Toujours l'initiative Open Air dont on parlait tout à l'heure, qui vise à la mise en œuvre des politiques de libre accès de la Commission, enfin de l'Union, et qui vous propose conseils et soutien. Le briefing des experts évaluateurs de propositions, qui a fait un focus, vous avez un focus sur la science ouverte, donc la vidéo peut être intéressante à consulter. Dans la journée des coordinateurs du 2 février 2023, qui est disponible en replay de la commission, vous avez une présentation qui a été dédiée à la science ouverte à destination des coordinateurs. Et vous avez bien entendu nos ressources, donc un article et un lien vers la plateforme sur la plateforme Auray, de publication en accès ouvert, en particulier on vous conseille de lire les sections About and Frequently Asked Questions, donc la foire aux questions de Auray. Et vous avez EOSC, ce qu'on appelle en français le nuage européen pour la science ouverte, qui fait l'objet de 5 appels à propositions au sein de la destination 2 du programme de travail infrastructure de recherche, du pilier 1 d'Horizon Europe. Donc, destination 2, c'est Enabling an Operational Open and Fair EOSC Ecosystem. Sur les ressources utiles générales, bon, vous avez toujours notre portail Horizon Europe qu'on vous invite à naviguer assidûment. Les pages dédiées aux questions juridiques et financières, donc les nôtres, hein. Notamment, nous avons toujours nos fiches pratiques Horizon 2020, mais surtout les fiches pratiques Horizon Europe qui sont en cours de publication au fur et à mesure que nous les élaborons et les validons. La dernière en date est sur les coûts de personnel, hein. Je suis sûre que beaucoup de vos gestionnaires financiers ou vous-même adorerez cette nouvelle fiche pratique. Nos ressources habituelles, donc là, on est vraiment sur le référentiel juridique habituel du programme cadre. Je souligne que nous avons maintenant une version française du modèle de contrat de subvention corporate, également appelé modèle de contrat de subvention institutionnel, qui fait l'objet d'une traduction en français et en allemand pour vos collègues allemands s'ils ne sont pas au courant. On attend toujours le modèle annoté intégral et complet, mais celui qui est disponible en version draft est déjà bien complet. Il doit manquer 5 articles sur la quarantaine que comprend le contrat. Dernière question, tous à vos slidos, est-ce que ça vous a plu? Vous êtes tous partis? Merci. Avant la session de questions-réponses. Ah, Voilà, Fanny, c'est ça. Pardon, j'avais pas mis mon de... micro. Je disais merci Ingrid. Et effectivement, on va faire encore évidemment une session de questions-réponses. Voilà, mais on essaye de poser la question avant que tout le monde se soit déconnecté parce que c'est toujours plus intéressant pour nous si on a le maximum de votes sur cette question. Bon, merci pour votre participation. On la laisse un peu ouverte. On la laissera de nouveau ouverte à la fin quand on aura passé les questions-réponses. Si vous vouliez vous exprimer par la suite, c'est toujours possible. Voilà. Donc effectivement,
Du coup, maintenant, on va passer à vos questions sur ces différentes parties qu'on a égrenées. Je lis la première, puis on peut enchaîner avec les collègues. La première question, ça porte en fait sur les données et la personne demandait où trouver des exemples de data management plan qui soient bien construits. Je te laisse répondre, Lucie. Si tu es Comme je l'ai inspirée. non, mais comme je l'ai dit, la Commission européenne, nous vraiment, on prend notre angle Horizon Europe, et notre approche, c'est voilà, à travers le programme Horizon Europe et ce qu'il exige en matière de plan de gestion des données. Et il propose, sur le portail du participant, dans la rubrique Reference Documents, document de référence, un modèle de plan de gestion des données qui est bien construit, enfin, dans le sens où il répond aux exigences de la Commission européenne. Après, vous avez partout, enfin, dans plein d'endroits, l'ANR propose un modèle de plan de gestion des données. Il y a des tas d'outils qui permettent d'établir des plans de gestion des données. Ingrid, je t'en prie, vas-y, complète. Il y a certains établissements qui peuvent avoir édité des guidelines, enfin des directives, des conseils. Rapprochez-vous de votre cellule Europe. Ça se trouve, elle fait partie, elle a elle-même édicté ce genre de choses, voire a contribué à un truc commun, dans le cadre de votre politique de site ou de la CPU, enfin France Université par exemple, ça pourrait exister, je ne sais pas. Regardez autour de vous, mais au niveau d'Horizon Europe pur, nous n'avons que le modèle. Et je profite pour faire de la pub pour la page, notre page boîte à outils sur le site dont tu parlais à l'instant, Ingrid. On a mis le lien direct de ce fameux modèle, voilà, modèle qui a été construit avec le pilote H2020 notamment. Du coup, la prochaine question. Pardon, excuse-moi, Fanny, Vas-y, je me permets juste de compléter. Il me semble qu'il y vas-y, a un complète, outil. je t'en prie, Oui, au contraire. il y a un outil qui s'appelle Opidor qui répertorie aussi des différents vrai. types de DMP. C'est Je vrai viens de me qu'Opidor, c'est un remémorer bon truc. Ouais. Je sais Ouais. plus si on l'a mis sur la ce boîte à site de outils d'ailleurs. référence. Mais tu fais bien, ouais, on Ouais. peut toujours l'ajouter aussi. C'est toujours bienvenu de redonner les liens vers les outils. Tu fais bien. Ok, prochaine question. Qu'est-ce qu'une description suffisante? Que manque-t-il généralement pour faire dans une description insuffisante? Alors, est-ce que vous faites référence à un élément de ta partie, René, je dirais, je t'en prie. Oui, je pense que c'est pour moi. Après, si je me trompe, vous pouvez compléter la question. Mais si c'est par rapport donc, à l'évaluation, la description suffisante par rapport aux pratiques obligatoires, ça veut dire que c'est une description qui permet de comprendre comment le consortium a prévu de mettre en œuvre et de se conformer aux obligations de la commission de la convention de subvention. Donc, expliquer comment je vais intégrer dans mon projet les pratiques obligatoires. Ça, c'est suffisant pour les évaluateurs et ça peut donner accès à un bon score. En ce qui concerne les pratiques recommandées, une description suffisante dans ces cas-là, c'est une description qui aide à comprendre quelles pratiques je vais mettre en place, donc la description complète des pratiques et aussi quelle est la valeur ajoutée de ces pratiques par rapport aux résultats et à l'impact attendu du projet. Et pour effectivement montrer la valeur ajoutée de pratiques que j'ai prévues dans les projets, qui je ne l'ai pas mis là juste pour obtenir des scores plus intéressants, mais il s'agit vraiment des pratiques qui sont pertinentes par rapport au projet. J'espère que l'explication est un peu plus claire maintenant. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter aussi, on pourra en discuter. Merci Irénée. Du coup, la prochaine question est de savoir si on a des exemples de pratiques additionnelles non obligatoires pertinentes avec un projet pouvant être indiqué dans la proposition. Je te laisse aussi peut-être répondre à ça, comme tu as parlé des propositions, Irénée. Oui, mais alors, à la base, il n'y a pas des pratiques additionnelles qui sont passe-partout, on peut dire, qui sont adaptées pour tous les projets. Je peux vous donner quelques exemples de manière générale, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont adaptées à tous les projets. Donc, par exemple, l'implication des citoyens dans la science,
Ça, c'est pas quelque chose, ce qu'on appelle aussi citizen science. C'est pas obligatoire, c'est pas une obligation, donc c'est pas quelque chose qu'on doit forcément faire, mais ça représente effectivement une pratique recommandée, ou sinon l'ouverture de la recherche de manière anticipée, donc pas que par rapport aux données finales. Ça aussi, c'est une pratique recommandée, mais qui n'est pas obligatoire. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Donc, il y a plusieurs choses parce qu'effectivement, comme on disait dans l'introduction, sciences ouvertes, un concept tellement large qui inclut différentes pratiques. Les pratiques obligatoires d'Horizon Europe sont vraiment un petit nombre par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place de manière complémentaire. Mais pour rajouter, vous donner un outil peut-être utile qui a été déjà mentionné dans les ressources, il y a le programme guide d'Horizon Europe qui prévoit, dans la section, il y a un chapitre dédié à la science ouverte, et il y a une grande liste de toutes les pratiques recommandées qui peuvent potentiellement être incluses dans un projet. Donc, n'hésitez pas à les regarder, peut-être vous avez quelques idées intéressantes pour votre projet. Effectivement, le programme guide, il est assez fourni. Je crois qu'il y a 20 pages sur la science ouverte, donc n'hésitez pas à le lire. Vous en apprendrez bien plus en plus que ce qu'on a pu expliquer aujourd'hui. C'est un sujet assez large. Prochaine question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rappeler comment fonctionne OpenAir pour que les publications y apparaissent et soient importées automatiquement dans le portail? Alors moi, je connais bien le portail. Je vous avoue que je suis moins une spécialiste de OpenAir, mais je sais qu'il y a justement des numéros d'identification au niveau des publications, pas seulement d'ailleurs complètement en open access, mais que tout ça avec des codes et les identifications des auteurs fait qu'en fait les choses se référencent de manière automatique et que le portail, lui, il est relié directement et donc ce qui est versé dans OpenAir fait référence à un projet avec se verse sur le portail. Mais pour vous dire vraiment comment fonctionne OpenAir, c'est au-delà de mes connaissances, je dois avouer. Je ne sais pas si mes collègues voulaient compléter le sujet. Pour le coup, il me semble qu'en fait, OpenAir, c'est un réseau à la base d'États membres qui mettent ensemble un endroit pour rassembler toutes leurs données sur la recherche et les publications. Et donc, en fait, par exemple, en France, HAL fait directement le lien avec OpenAir, il me semble. Et c'est pour ça qu'on retrouve, comme tu disais, Fanny, les publics qui apparaissent sur la plateforme automatiquement quand on a soumis des articles et quand on est en période de reporting et qu'on déclare les publications liées au projet. Donc, il me semble qu'il y a les répertoires, les entrepôts d'archives nationales sont directement liés quand il y a eu un accord et quand l'État membre participe au projet OpenAir. Il y a directement déversement en fait des données dans OpenAir. Il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est assez, de mémoire, pour avoir été manager de projet, c'est assez fréquent en fait. Vous avez, comme toutes ces incitations justement on parlait de reproductibilité, de réutilisation des données. Voilà, vous avez un exemple en fait. Voilà. Si jamais vous avez une question plus précise, n'hésitez pas. En tout cas, on peut toujours essayer de vous orienter, vous donner plus d'infos sur ce sujet. Est-il prévu, prochaine question, de mettre à jour OREAL pour les projets européens? Alors, moi, je n'ai pas d'informations sur la mise à jour d'OREAL pour les projets européens. Je ne sais pas à quoi vous pensez spécifiquement. Est-ce que c'est justement pour se mettre plus en conformité par rapport aux obligations des projets européens? Tout à l'heure, justement, je posais la question à Marin Dacos de savoir est-ce que les embargos qui sont encore en vigueur, on en parlait dans le cadre national, sont compatibles avec la science ouverte telle que recommandée ou même obligatoire dans Horizon Europe. Il répondait que oui, en donnant un certain nombre de solutions techniques. Donc, je ne sais pas si c'était ça, en fait, votre question. Et il a dit, j'ai noté du coup, que effectivement, quand on est
quand on dépose dans HAL, en fait, ou dans d'autres entrepôts équivalents, on peut considérer que c'est un accès immédiat et donc, de son point de vue, on remplit bien les obligations en termes de sciences ouvertes, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, j'espère que c'est ça la question, parce que j'avoue que là, comme ça je ne suis pas sûre d'avoir compris vraiment quel était le fond de votre questionnement. A priori, quelqu'un a rajouté dans Slido pour qu'il soit plus facilement mis en valeur dans HAL. Ok. Alors là, je vous avoue, pareil, ça dépasse mon champ de compétences. Je ne pourrais pas vous dire quelles sont les dernières mises à jour de Auréal. Il faudrait qu'on pose la question, qu'on trouve quelqu'un qui soit spécialisé sur le sujet pour nous en parler. La prochaine question concerne la rédaction du DMP. Est-ce qu'elle est la seule pratique obligatoire? Pouvez-vous nous donner des exemples de pratiques recommandées? Alors, je ne sais pas si Lucie ou si Lucie veut répondre. Ouais, mais donc je peux juste dire que non, c'est pas la seule pratique obligatoire. Il y a donc Lucie, en fait, elle a listé les différentes pratiques obligatoires qui sont prévues dans la Convention des subventions et qui concernent soit les publications, soit la gestion des données. Et donc, c'est pas la seule pratique obligatoire. Et par rapport aux pratiques recommandées, donc je viens de donner quelques exemples. Donc, j'avais dit, par exemple, l'implication des citoyens dans la science ou l'ouverture anticipée des travaux de recherche. Et en tout cas, je vous invite à nouveau à aller regarder la liste qui est dans le programme guide de Horizon Europe, où il y a vraiment une liste complète, parce qu'il n'y a pas donc de pratiques recommandées standard. On peut les pratiques obligatoires sont listées, sont claires et s'appliquent à tout le monde, mais les pratiques recommandées, il faut le voir en fonction du projet. Vous trouverez aussi, on intégrera du coup les diapositives de Marin Dacos. Il parlait aussi, vous savez, quand il parlait des différentes voies de sciences ouvertes, donc que ce soit la voie en or, donc la gold, la diamond ou la green, en fait, voilà, vous avez différents niveaux et c'est vrai que du coup, quand on est dans la diamond notamment, de ce que j'en sais, vous êtes au-delà de ce qui est exigé, mais vous êtes du coup dans quelque chose qui peut être recommandé et que vous pouvez faire. Donc, c'est ce genre de choses qui ont été faites. Quand on donnait aussi les exemples sur les obligations additionnelles, dans certains appels, hein, on comprend bien, voilà, en cas de pandémie, par exemple, il peut être obligatoire de mettre très rapidement les données à disposition pour que les autres chercheurs puissent en disposer, faire avancer la science, parce que s'il faut mettre, par exemple, un vaccin au point rapidement, mais c'est vrai que ça veut dire que, en fait, en temps normal, dans les autres appels, on n'est pas jusqu'à ce niveau de validation et d'obligation et d'immédiateté. Voyez, donc là aussi, ça peut être du coup des recommandations. Ça peut être des recommandations, donc on va au-delà de ce qui est obligatoire. J'espère que ça répond à votre question, en tout cas. Quand on parle d'ouverture des données dans Horizon Europe, parle-t-on comme dans Horizon 2020 des données associées aux publications uniquement? Alors, il me semble que non. Hein, Lucie, je te vois. Oui, je te confirme. Non, effectivement. On ne parle pas que des données associées aux publications, puisque, comme Irénée l'a très bien rappelé, on a vu qu'il y a des aspects qui concernent les publications d'un côté et des aspects qui concernent les données issues des travaux de recherche, issues de la recherche. Alors là, par contre, les collègues, j'aurais besoin de vous. Effectivement, dans H2020, il n'y avait pas d'obligation concernant les données de la recherche. D'obligation de les mettre à disposition. C'était recommandé, mais ce n'était pas obligatoire. C'est devenu obligatoire avec Horizon Europe, effectivement. Mais on est bien sur des choses différentes. Hein. On ne parle pas que de publication. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être les collègues, vous pouvez compléter. Non, effectivement, on parle de tout ce qui est résultats de recherche, tout ça. Donc, c'est un champ bien plus vaste que ça.
Et comme il a été dit en Et- introduction, c'est vrai qu'il y a une Et réelle le- progression dans les exigences en matière de sciences ouvertes de la Commission européenne. Quand Fanny vous a retracé l'historique, voilà, on est passé à un cran au-dessus avec l'ouverture liée aux données de la recherche avec Horizon Europe. J'allais dire, l'exemple, Marin en a profité, il a très bien fait pour parler des essais cliniques, parce qu'apparemment, effectivement, en France, en tout cas, il y a un vrai sujet, puisqu'on ne publie que et encore, on ne sait même pas si on publie toujours tous les essais, les résultats, pardon, d'essais cliniques positifs. Et très souvent, apparemment, on ne le fait pas quand il s'agit de résultats négatifs. Or, c'est un vrai intérêt pour la science, du coup. Et là, vous voyez, par exemple, quand on parle de résultats d'essais cliniques, on est bien au-delà des données associées aux publications. Je pense que c'est un exemple assez parlant et qui peuvent être très utiles à la société pour comprendre comment la science avance, par exemple, ou aux autres chercheurs dans le domaine, dans des domaines peuvent être complémentaires. Voilà. J'espère aussi, voilà, bien compris le sens de votre question. La prochaine question, alors on est dans le domaine de la chimie. En chimie, les cahiers de laboratoire reposent sur des formats différents qui ne sont pas compatibles. Les données brutes ne sont pas toujours accessibles. Comment répondre aux attentes de l'Union européenne quand aucune solution existante ne permet de gérer ce manque de compatibilité entre les formats au sein d'un consortium? Alors, c'est une bonne question. Vous soulevez là la question du problème d'uniformisation des données entre les partenaires, en fait. Voilà. Après, ça peut être justement un travail d'essayer d'intégrer ça dans vos tâches et dans vos lots de travail, dans vos work packages, d'essayer justement de travailler sur cette uniformisation si c'est un frein justement pour travailler de manière collaborative avec vos projets. Et c'est par ce type de travaux qu'on peut justement après créer des datas qui sont consolidées, parce que c'est de là que ça part à la base. Donc, je pense qu'il faut effectivement y travailler. Et la CE, du coup, si c'est pertinent, vous financera ces travaux. Donc voilà ce que je peux vous dire à votre niveau. Après, à mon niveau, après, il y a énormément de choses, d'outils qui existent, hein. Nous, on a vu avec les collègues, voilà, Marin, on a parlé d'autres aussi. En fait, renseignez-vous aussi peut-être auprès de spécialistes dans vos domaines et aussi dans vos... On ne les a pas évoqués, hein, mais c'est vrai qu'on le disait, et je sais qu'il y a un certain nombre qui sont connectés aujourd'hui. Il y a des gens en bibliothèque et tout, et plein de spécialistes qui peuvent aussi vous aider peut-être à connaître des outils, des travaux et des projets européens qui auraient déjà été faits dans le sujet, puisqu'on l'a évoqué, notamment il y a mais il n'y a pas que Horizon Europe, hein, évidemment, mais là, comme on parle du programme, il y a toujours des appels, et il y a déjà eu dans le passé des appels justement sur la science ouverte, hein, dans le fameux pilier transversal, et ça continue. Donc, il y a déjà des outils qui ont dû être proposés. Donc, voilà, il faut, je pense, essayer de vous renseigner, voir ce qui existe, et voilà, pour ne pas repartir complètement de zéro. La prochaine question, si on en a fini avec celle-là. Je vois le temps qui passe, hein, n'hésitez pas les collègues à faire une alerte, hein, si on a dépassé le temps imparti. Il nous reste 2 minutes. Oui, merci. Et donc, la prochaine question, il me semble Désolée, que... j'en ai squeezé une sans faire exprès. Ah non, t'inquiète, je lis celle-là, puis on pourra toujours revenir sur la précédente. Il me semble que l'Union européenne supporte aussi l'archive Zenodo, qui est hébergée au CERN. Avez-vous un avis sur cette base? On peut notamment y créer des communautés et possiblement gérer des accès. Alors oui, enfin, pour la connaître de nom et sans être encore une fois une spécialiste du sujet, il me semble bien, surtout que le CERN, c'est un peu la base d'un projet européen et d'une infrastructure européenne. Donc, je ne doute pas effectivement que cette archive, de toute façon, ce soit quelque chose qui soit une référence et que vous puissiez utiliser. Mais je ne suis pas assez, il aurait fallu poser la question. On peut toujours le faire après coup à Marin Dacos, qui a certainement, lui, un avis de spécialiste là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas de toute façon, si vous le souhaitez,
Puis je reposerai, moi, pour curiosité, la question à Marin Dacos, qui a eu d'autres engagements qui ne pouvaient pas rester avec nous jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous connaissez les collègues, le Zenodo, mais ok. Les autres questions, les données peuvent être exploitées par un autre bénéficiaire que celui qui les a produits au sein du consortium. C'est souvent le cas si on a l'ensemble de la chaîne de valeur dans le consortium. Est-ce que c'est une exception à l'ouverture? Oui, j'aurais envie de dire oui. Enfin, dans la mesure où vous avez un besoin, il y a un besoin d'exploitation commerciale derrière, ça fait partie des limites à l'ouverture des données que j'ai mentionnées au cours de la présentation. Donc, si c'est ça que vous mentionnez, effectivement, s'il s'agit d'exploitation commerciale, c'est tout à fait un intérêt légitime et entendable par la Commission européenne. Tout comme le fait de vouloir protéger sa propriété intellectuelle, dépôt de brevets. Tout à fait. Autre question, quelles sont les recommandations des normes à utiliser pour la description des données, fiches métadonnées à l'échelle de l'UE? Alors là, question précise. Désolée. Ouais, alors on le disait tout à l'heure, mais je ne sais pas effectivement si l'UE est prescriptive jusqu'à ce point-là. Marin Dacos le disait, il faut que ce soit réutilisable, voilà, par les humains lambda, par les juristes qui ne seraient pas forcément des humains, ça nous a fait rire, et par les machines. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être assez normé, mais je vous avoue, en tout cas, moi, en regardant les collègues, je me tourne vers vous aussi, il ne me semble pas avoir vu des choses aussi précises dans les obligations. Voilà, vous avez des obligations dans le DMP, il faut établir mais à ce niveau-là, il ne me semble pas l'avoir vu, mais c'est quand même une bonne question et je la note. Voilà. Donc, a priori, pas de... Enfin, vous n'avez pas parlé d'obligations d'ailleurs, vous avez parlé de recommandations, mais... Existe-t-il un document, un schéma qui récapitule les initiatives de plateformes d'entrepôts d'archives à l'échelle disciplinaire nationale et européenne? C'est une bonne question. Je dirais que c'est une question pour Marin, ça. Oui, ça Monsieur aussi, c'est une Dacos. question pour Marin. Dans les ressources qu'il a présentées, il se pourrait qu'il y ait quelque chose comme ça, mais moi, je ne les connais pas, toutes ces ressources. C'est ça. Lui, il a présenté effectivement avec ses diapositives. Vous avez pas mal de ressources et tout. Et puis même, d'ailleurs, on le disait, mais le programme guide, j'ai été... en fait, le programme guide là, dans Horizon Europe, pour ceux qui connaissaient dans H2020, c'est en fait le guide dédié à la science ouverte dans Horizon Europe, sauf qu'ils l'ont intégré dans ce programme guide, ils n'en ont pas fait un document séparé. Donc, il va assez loin et il liste beaucoup de ressources et il liste, alors on disait notamment, tu l'as évoqué Lucie, un tableau avec les différents types de licences et leurs caractéristiques. Donc voilà, donc je vous invite déjà à aller regarder ce document qui est assez fourni. Je vois remerciement pour la séance, mais de rien, avec plaisir. Puis c'est quand même en plus quelque chose d'obligatoire, donc on paraissait nécessaire de faire cette séance aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît cet outil? Alors encore une fois, moi je ne le connais pas, Argos, mais il a l'air de défendre d'être intégré au site d'OpenAir. Désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus à ce sujet. Voilà. Alors, quelqu'un nous indique ensuite un parcours interactif sur la gestion des données. Donc, merci pour ces liens. Ouais, vous partagez aussi des liens, c'est intéressant. Sur les exemples de DMP. Vous voyez, donc un autre exemple de DMP, des autres exemples de DMP plutôt que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Voilà, et quelqu'un aussi répond sur la question. Argos, c'est a priori un outil qui génère des DMP. Pour aider à la question de tout à l'heure. Merci, monsieur. Également, merci du coup. Ouais, super, tout le monde partage des infos, c'est top. Merci beaucoup. Et puis voilà, et du coup, ça répond aussi à une question précédente. Donc, il y a un volet important, nous dit-on, d'en faire au sujet des métadonnées. Donc, la question que vous posiez sur les métadonnées. Donc, c'est vrai que quand on est dans l'open
la science ouverte, mais aussi quand on respecte les fameux principes FAIR, ça permet aussi voilà, de suivre les recommandations en termes de métadonnées. On parle de vernaculaire partagé. J'ai remis les liens qui avaient été fournis dans le Slido dans le chat. Ouais, bonne idée. Merci, ouais. Voilà. C'était la dernière question, enfin, on pourra affirmation. Oui, mais en tout cas, merci pour vos ressources. On pourra même rajouter une diapositive avec ces ressources. Parce qu'en fait, on a dû faire des choix pour les ressources, on s'est centré sur le programme, mais effectivement, il y a énormément de ressources qui existent. Et c'est toujours bien de les rappeler parce que c'est une forêt. Et voilà, si vous débutez dans le sujet, voilà, il faut bien c'est un peu pouvoir s'y retrouver. On est arrivé presque au terme de la session, donc je vous remercie tous et toutes pour votre participation active avec les questions et puis avec les sondages. Du coup, c'est notre dernier webinaire avant les congés d'été, donc j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes vacances voilà, estivales. Si vous en prenez, mais j'en doute pas, ça fera du bien, je pense, à tout le monde. Après cette année bien chargée, on se retrouve du coup dès septembre. On fera un premier webinaire qui est déjà en ligne. Donc, vous pouvez vous y inscrire si vous le souhaitez dès maintenant au sujet du portail dont on parlait. On vous présentera le portail. C'est un outil incontournable pour la gestion des projets et le montage, le dépôt des projets également. Voilà, donc je ne sais pas si on avait une autre information à ajouter. J'en profite pour remercier mes collègues. Du coup, on ne s'est pas présenté au début, mais vous commencez à nous connaître. Donc voilà. Oui, vas-y, Irénée. Vas-y. Il y a aussi déjà un lien en ligne, les inscriptions pour les webinaires d'octobre sur le coût de personnel. C'est le deuxième webinaire qu'on aura après les vacances. C'est vrai, tu peux bien le rappeler. Voilà, donc vous pouvez toujours aller sur le site et entre autres ressources, voilà, vous avez les infos effectivement vers nos prochains webinaires donc pour la rentrée maintenant. Les liens vers nos prochains webinaires sont dans le chat également. Et dans le chat aussi, merci Ingrid. Voilà, donc je remercie toutes mes collègues, Lucie, Ingrid, Irénée qui sont là, aussi Cécile qui a contribué à préparer le webinaire mais qui ne peut pas être avec nous cet après-midi. Voilà, donc un petit clin d'œil à Cécile. Et voilà, et encore merci et puis bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. Et comme toujours, le webinaire ayant été enregistré, vous le retrouverez de toute façon sur la page du webinaire dédié, ainsi que le support dès qu'on aura eu le temps de retravailler tout ça, parce que c'est pas encore automatique, c'est pas les machines qui font le travail pour nous. Voilà. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.